Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, la chronique. Heureux de vous retrouver ce dimanche avec deux thèmes à développer avec deux politologues de renom, Madame Sabria Deelis et Monsieur Mohamed Atroudi. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre géopolitologue franco-tunisien, c'est Mohamed Atroudi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Enchanté. Il faut rappeler que Mohamed Troudi est docteur en droit, diplômé de l'université Paris 1, la Sorbonne, chercheur en relations internationales et stratégiques, associé à la JP, Académie de géopolitique de Paris, également associé au CAPE, Centre d'analyse de la politique européenne et depuis peu au CIGPA, Centre international de géopolitique et de prospective analytique, récemment créé par M. Mizri Haddad, ex-ambassadeur tunisien auprès de l'UNESCO, politologue et analyste en politique internationale. Il enseigne le droit et les relations internationales et la géopolitique appliquée au monde arabe. Il travaille également sur les incidences de la géopolitique et de la géostratégie, sur les relations internationale et sur les rapports entre les cultures et les civilisations dans un monde globalisé. C'est Mohamed Atroudi. On ne peut pas espérer davantage d'avoir comme invité pour clarifier davantage cette actualité chargée et notamment les enjeux politiques et géopolitiques. Comme on a échangé avec Madame Sabria Deelis sur la dernière déclaration de M. le ministre des Affaires étrangères algérien et notamment ce qu'il a dit sur la Tunisie, mais l'Égypte aussi, mais bien sûr la Libye. Ma première question, que représente pour vous cette déclaration vis-à-vis d'un pays qui est le vôtre aussi, la Tunisie? Salam, donc très bien, donc c'est Abdelatif, donc c'est une bonne question. C'est vrai qu'elle est d'actualité brûlante et malheureusement elle vient encore une fois confirmer, si besoin était, les difficultés donc cette région maghrébine donc à s'entendre autour d'un projet commun, un projet unitaire. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, un projet qui a toutes les chances, ou qui avait du moins toutes les chances donc de réussir. Tant les complémentarités entre ces pays sont énormes, tant sur le plan économique, civilisationnel, linguistique, religieux, et je n'oublie certainement. Je n'ai de cesse de le dire ici en France et dans quelques enceintes donc d'institutions à la fois donc françaises, maghrébines, mondiales, le besoin énorme qu'ont ces pays aujourd'hui donc de se rapprocher, de mettre de côté leurs différends, car les différends existent. Mais des fois, les différends, vous savez, sont déjà, ils permettent et ils amènent vers la construction donc de quelque chose en partant justement de nos différences, voire de nos difficultés. Encore une fois, je donne toujours l'exemple justement donc de l'Union européenne, qui est un exemple bien évidemment à suivre d'une manière, je dirais donc comme ça donc fracturée ou entre guillemets ridicule. Non, il faut bien évidemment enterrer la quintessence et savoir l'adapter après à nos besoins et à nos particularismes propres donc à chaque pays. Donc pour le cas de cette déclaration malheureuse, donc encore une fois, à mon sens, elle s'inscrit dans une logique justement donc de guerre, donc de pourparlers, donc de rejet, donc des deux ossatures en fait du Maghreb, que sont bien évidemment donc l'Algérie et le Maroc. Moi, je considère, j'ai d'ailleurs donc dans mon travail donc de thèse, donc sur notamment les limites de l'intégration des États du Maghreb, donc j'ai toujours comparé, et je continue à le faire aujourd'hui,
je compare donc l'Algérie et le Maroc. Ils sont pour l'humain ce qu'a été donc pour l'Europe, pour l'Union européenne, donc la France et l'Allemagne. Donc ce couple donc algéro-marocain, c'est ce couple-là qui était le moteur, si vous me permettez un petit peu donc l'analogie, donc mais également les quatre roues donc de toute action maghrébine, sans lesquels il n'y a pas d'union. Donc à partir du moment où on choisit donc au plus haut niveau de l'État, donc d'aller dans un sens de guerre continue, de guéguerre, de déclaration à coup de déclaration assassine, eh ben effectivement, je pense que la volonté est claire. Donc chez nos gouvernants, chez nos responsables donc politiques, d'utiliser justement cette idée donc de l'union comme une façade politique pour faire passer justement des messages ou un projet politique qui a du mal justement à s'actionner. Donc on est là effectivement dans une situation très complexe. C'est-à-dire qu'ils osaient donc demander, même exiger aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le choix, on ne peut plus attendre encore davantage. Donc parce qu'autrement, ça serait sacrifier donc d'autres générations à venir. Ce qu'elle vient de dire donc la collègue qui m'a précédé, on est la preuve effectivement qu'il faut aujourd'hui donc l'Algérie dépasse justement donc ces problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Parce que donc sinon c'est une guerre fratricide qui attend justement donc ce pays, et bien évidemment donc ceci ne va pas augurer donc de bonnes choses, ni pour l'Algérie, ni pour le Maroc, ni pour son voisin tunisien. Donc je crois qu'il est dans l'intérêt, bien évidemment, de tout le monde, l'intérêt bien compris donc de nos responsables politiques aujourd'hui, de enfin, je dis bien enfin, assez de guéguerre, assez donc de division, assez donc de s'appuyer toujours sur sur davantage ce qu'il peut nous dissocier et ne rien appuyer ou ne rien justement s'intéresser à ce qui peut nous unir. Et il y a énormément de choses qui peuvent unir donc les uns et les autres. Donc pour revenir à cette déclaration malheureuse, moi je trouve qu'elle est quand même donc elle s'inscrit dans une logique effectivement bien je dirais donc géopolitique, géostratégique justement donc dans le cas de ces relations donc très étroites mais en même temps très distantes donc entre l'Algérie et le Maroc. Cette déclaration, elle est avant tout, moi je pense quand même à mon sens, c'est une sorte d'insulte un petit peu donc à l'intelligence d'abord algérienne. Je crois que donc notamment aux entrepreneurs et aux entreprises algériennes. Donc je pense que aujourd'hui on ne peut pas dire que les entreprises algériennes se portent bien. Et que donc, si l'on prend bien évidemment le dernier baromètre qui a été fait par qui classe donc en fait établi par la Banque mondiale qui classe donc il y a pas longtemps, donc c'était donc il y a à peine quelques mois, qui classe effectivement sur 190 États donc étudiés, l'Algérie est classée simplement à la 156e place en termes bien évidemment donc d'ouverture de marché, en termes de dynamique justement donc des entreprises et en termes donc de croissance donc économique. Donc l'Algérie est placée quand même 156e, loin derrière donc la Tunisie qui est à même atteint le rang de 77, alors que le Maroc, bien évidemment, se classe premier donc de cette région, voire de l'Afrique, avec donc un rang effectivement assez important et intéressant, quelque part aussi enviable. À la classe, donc elle est classée au rang donc au 68e rang, qui la classe bien évidemment meilleure effectivement donc dynamique économique justement dans cette région. Donc cette déclaration, à mon sens aussi, elle va un petit peu dans le sens d'une insulte un petit peu donc à la volonté des investisseurs. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui donc l'Algérie c'est un pays qui a du mal effectivement donc à déclencher enfin donc ça, je dirais son entrain économique, alors que beaucoup de moyens effectivement dont dispose ce pays ne sont pas encore aujourd'hui à mon sens utilisés comme il se doit. Donc il faut bien évidemment une révolution de fond en comble en Algérie pour que donc en fin de compte on puisse effectivement dissocier totalement je dirais donc les intérêts donc perso donc ici et là donc de l'intérêt national, et donc de penser
enfin effectivement donc à ce peuple qui aujourd'hui donc atteint quand même 40 millions donc d'habitants avec plus de 75% qui ont moins de entre 15 et 20 ans. C'est quand même un bon retardement effectivement donc incroyable donc qui risque un jour justement d'exploser à la face pas simplement de l'Algérie mais de l'ensemble des États donc du Maghreb et l'Europe. Ça va de soi parce que vous le savez très bien donc autant que moi, M. Abdelatif, donc l'Europe c'est la destination choisie, c'est l'Eldorado recherché justement par tous les malheureux effectivement donc qui quittent donc leur pays donc à la recherche d'une fortune effectivement improbable. Ensuite, moi je pense que cette déclaration fallait mettre aussi dans le, je dirais peut-être dans le, je dirais donc dans le cadre. Je crois que Monsieur Msahel, donc je pense qu'il connaît pas très bien donc le Maroc visiblement. Donc je pense que on connaît très bien donc la dynamique des banques marocaines aujourd'hui donc et l'appréciation dont disposent justement donc les banques marocaines, notamment au plus haut niveau justement des institutions donc bancaires et financières internationales, donc en matière d'éthique, en matière donc de gouvernance, qui sont quand même à mon sens aujourd'hui mieux placées que les banques donc algériennes parce que le Maroc a fait le choix donc très tôt donc comme la Tunisie d'ailleurs donc au sortir de l'indépendance donc d'aller vers le sens justement d'une économie donc ouverte et loin bien évidemment éloignée de toute pesanteur justement idéologique, géopolitique ou géostratégique. De toute façon, ces déclarations quelque part aussi, c'est une sorte d'insulte, justement, à mon sens, donc au chef d'État africain. Justement, on va y revenir parce que, comme vous l'avez bien expliqué un petit peu donc depuis le commencement de votre intervention, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs choses qu'il faut en tenir compte, mais ce que nous ne comprenons pas jusqu'à maintenant, et j'aimerais bien avoir, si c'est possible, une réponse directe, notamment pourquoi on s'attaque à la Tunisie et pourquoi on s'attaque à un pays allié, l'Égypte. Alors, pour parler de la Tunisie, donc moi j'ai en mémoire toujours cette anecdote effectivement donc qui résume un petit peu donc la nature des relations tuniso donc algériennes. Quand à un moment donné donc l'ex-président donc Bourguiba paix à son âme, a réclamé donc une souveraineté tunisienne sur la région donc de Tébessa, à la frontière donc est de l'Algérie et de la Tunisie. Il a même demandé donc la souveraineté sur Constantine. Et je me rappelle que la réaction algérienne donc fut à la fois simple et directe, puisqu'à l'époque Boumedienne, alors président algérien donc de l'époque, donc a tout simplement menacé la Tunisie donc de couper l'électricité sur le territoire tunisien. Donc faut savoir qu'à l'époque, quand même, l'électricité dont jouissait donc la Tunisie était à, je dirais, une grande partie, si ce n'est totalement, donc pourvue par les autorités algériennes. Certains prétendent même que cette coupure a eu lieu. Mais j'ai pas mémoire, en tous les cas, j'étais assez jeune pour mais en fouillant un petit peu dans l'histoire des relations tuniso-algériennes, donc je suis tombé sur cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire, mais en même temps, ça en dit long sur un petit peu donc le niveau, je dirais donc assez, comment dirais-je, malheureusement assez ridicule, donc à lesquels sont arrivées justement donc les relations entre deux gouvernements, entre deux pays donc qui se respectent et qui vont par ailleurs, je dirais quelques années plus tard, 10 ans après, se mettre en commun, ou se réunir autour d'une table et donc de lancer ce qu'on appelait jadis donc l'Union du Maghreb arabe, qui vous savez est restée donc depuis donc un organisme en mornay. Oui, absolument, sur la relation effectivement la Tunisie, vous savez comme le Maroc c'est un pays qui est très ouvert. C'est un pays qui très tôt, Bourguiba, effectivement, a préféré, effectivement, donc l'ouverture, donc, tout azimut de la Tunisie sur le monde extérieur, et notamment sur le plan économique et sur le plan, effectivement, donc, politique. Et, et du coup, la Tunisie s'est rapprochée, tout comme le Maroc, d'ailleurs, c'est un petit peu les deux exemples, effectivement, un peu atypiques, donc, de la région maghrébine. Très tôt, justement, les deux pays se sont ouverts vers, effectivement, donc, l'économie de marché. Les murs dans les années 70 en Tunisie effectivement disait clairement que donc l'avenir donc de l'humanité c'est donc l'ouverture vers donc l'économie de marché et c'est donc je dirais dans cette compétition certes donc douloureuse et donc et sans pitié que va se forger justement le savoir-faire et donc l'élévation du niveau de la productivité se fera justement par concurrence justement à l'étranger, c'est-à-dire à l'époque effectivement c'était l'Europe qui était donc un peu et les États-Unis bien évidemment qui étaient les deux gardiens si vous voulez donc du capital
capitalisme donc mondial donc de l'époque. Et la Tunisie ne sait pas, effectivement, on n'a pas eu peur du tout de se frotter justement donc à cette notion justement donc d'économie ouverte. Et c'est qui permet à la Tunisie d'ailleurs donc de retenir donc d'arriver à un certain rang donc je dirais en termes de productivité. Je rappelle que jusqu'au le départ de Ben Ali en 1970 donc en 2011 donc la Tunisie avait effectivement quasiment donc un niveau de croissance très très constant donc entre 6 à 7% annuel. Un pays qui avait donc une dette je dirais donc infime par rapport au taux d'endettement donc aujourd'hui, par rapport au fait que la Tunisie est devenue, l'économie tunisienne est devenue aujourd'hui une économie justement donc d'endettement, on est bien effectivement face à deux situations totalement, je dirais donc au diapason. Oui, effectivement, donc la Tunisie, de par cette nature, a toujours eu effectivement des frustrations, donc avec ou des relations un petit peu tendues donc avec l'Algérie, mais fort heureusement, ça n'a pas dépassé ce stade effectivement de la frustration ou donc des échanges, je dirais donc verbaux. Donc, si vous le permettez, Monsieur Troudi, donc si j'ai bien Oui. compris un petit peu votre analyse, donc il y a beaucoup de monde qui disent comme quoi le Grand Maghreb c'est une histoire Maroc-Algérie. Sauf que Oui. si je suis votre raisonnement, donc il y a aussi des animosités entre l'Algérie et la Tunisie et peut-être pourquoi pas entre l'Algérie et la Mauritanie ou bien le Maroc et la Mauritanie. Donc il y a réellement des conflits internes entre pays et pays et ce n'est pas le seul élément déterminant dans la fracture du Grand Maghreb, la crise entre le Maroc et l'Algérie. C'est à mon sens la facture essentielle. C'est le nœud du problème, c'est le nœud gordien du problème. Si on veut demain réussir effectivement cette union maghrébine, il faut impérativement, je dirais, dépassionner les relations algéro-marocaines, sans lesquelles aucun Maghreb donc fort, capable justement donc de peser demain sur la scène donc à la fois régionale mais également internationale dans un monde mondialisé. C'est une vérité, c'est une réalité à la fois économique, financière et de part bien évidemment donc démographique également que pèse aujourd'hui donc je dis pas que les autres pays effectivement font de la figuration. L'Europe quand c'était faite effectivement c'est fait encore une fois par un rapprochement franco-allemand parce qu'on savait très bien qu'effectivement entre les deux pays il y avait effectivement tout un tas de facteurs effectivement permettant justement donc le départ de cette union. Une fois cette union était partie, bien évidemment, elle était structurée par donc des règles, par un droit communautaire donc européen, qui est un droit uniquissime. Il n'y a pas un autre droit qui lui ressemble dans le monde. Le droit européen est un droit unique dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tous les pays, via notamment donc l'instauration de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a effectivement après trouvé donc et mis en place des règles incontournables. Songer à l'idée, par exemple, aujourd'hui, quand un État donc n'applique pas ou essaie de déroger à ses obligations communautaires, quand son dossier est parti, je dirais, en traitement pour être étudié donc à la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas la possibilité de faire appel de cette décision. C'est-à-dire que la Cour aujourd'hui, elle est tellement autonome et elle a un devoir tellement, je dirais, important qu'aucun État ne peut revenir sur sa décision. Voilà où elle est justement donc la force donc de l'Europe et bien évidemment cette force, ce travail a été fait grâce justement à l'implication et au vouloir franco-allemand de dépasser donc leur hégémonie donc personnelle, leur volonté justement donc de mainmise l'un sur l'autre et donc de domination de la région donc de l'Europe de l'Ouest. À partir du moment où cela a été possible, donc l'Europe est née. Moi demain je pense également, je le pense fermement, je le dis, je le répète à chaque fois que c'est nécessaire, sans une réconciliation totale entre Algériens et Marocains, il ne peut y avoir de Maghreb uni. Il me reste deux questions, si vous le permettez, si Mohamed Troudi, celle qui concerne l'Égypte, et là Oui. apparemment donc c'est un autre volet, une autre analyse. Et bien entendu, la dernière question, ça va concerner le sujet où vous êtes intervenu chez nous, là, et notamment la Catalane. Oui. Comment vous évaluez cette agressivité aussi vis-à-vis de l'Égypte? Le pourquoi? Bien sûr. Vous. Absolument. Il faut dire que par rapport donc, à l'Égypte, en dépit des relations, encore une fois, donc, très étroites et très ancrées dans l'histoire, depuis donc Nasser, depuis donc le lancement du nationalisme un peu donc et donc la révolution donc nationaliste donc en Égypte qui a fait après donc la tache d'huile un peu partout donc dans le monde arabe, y compris au Maghreb d'ailleurs
paix ou presque. Aujourd'hui, effectivement, la situation a plus ou moins basculé. Et encore une fois, il faut comprendre ça d'un point de vue essentiellement donc géopolitique donc de la région, et notamment, en fait, il faut savoir que Alger craint aujourd'hui, effectivement, tout simplement, qu'il y ait un rapprochement entre l'Égypte et Rabat. En fait, ils craignent d'autant plus ce rapprochement que l'Algérie craint demain directement un basculement donc du régime donc de Sisi dans les rangs des États favorables à une intervention militaire donc étrangère contre les groupes terroristes libyens. Et vous savez très bien que la position algérienne justement sur cette question a toujours été de la non-intervention dans les affaires internes d'un pays extrêmement proche. Je vous rappelle que l'Algérie fait partie, bien évidemment, à animer donc ce qu'on appelle donc le club des pays voisins donc de la Libye, donc dont fait partie d'ailleurs donc la Tunisie, l'Algérie, donc le Maroc et l'Égypte. Et donc de par justement donc cette décision, l'Algérie souhaite effectivement donc arriver à une solution politique justement de ce conflit sans qu'il y ait interférence étrangère. Et surtout pas donc égyptien dans ce conflit. Donc le basculement probable donc de Sisi dans le camp donc des comment dirais-je dans le camp militaire si je puis dire ou la solution militaire ou militarisée de la crise libyenne dérange beaucoup donc Alger et craint par-dessus le marché effectivement donc je dirais donc une montée en flèche donc des mouvements terroristes et puis voir éventuellement donc le danger que peut avoir sur donc ces frontières donc la présence justement donc d'une guerre totale donc de forces armées étrangères donc dans cette région. Donc le différend donc ce différend entre l'Égypte et l'Algérie donc c'est également donc concentré sur la nécessité d'inciter donc les belligérants donc d'un côté l'Algérie qui peut aller un peu plus loin dans le dialogue et le rapprochement, donc c'est-à-dire la solution encore une fois donc politique ou donc de négociation justement directe donc politique du conflit, et donc le cas donc de l'Égypte qui effectivement donc s'impatiente et qui souhaite effectivement donc via effectivement donc l'intervention des États voisins mais également donc étrangers donc une solution à la radicale donc du conflit donc en Libye. Et je rappelle quand même que de par un peu le rapprochement qu'il y a aujourd'hui de l'Égypte avec le maréchal donc Khalifa Haftar par exemple, alors que l'Algérie soutient effectivement une solution qui inclut notamment les islamistes. Donc, vous voyez, toutes ces différences un peu donc d'un point de vue de projection et de visibilité justement donc quant à la solution de ce conflit, qui entretient d'ailleurs aujourd'hui donc cette espèce de confusion et donc de relations plus ou moins tendues aujourd'hui entre les deux pays. Et l'Afrique dans tout ça, parce qu'il paraît comme quoi l'Égypte s'intéresse maintenant au marché africain d'une manière très 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 avancée. Oui, l'Afrique, vous le savez, sera dans les 20 prochaines années, donc peut-être le premier lieu donc d'investissement donc mondial. Et beaucoup de pays l'ont compris. Hein, donc la France est liée à sa manière, donc au Mali et un peu dans le Sahel. Donc les États-Unis, donc ils travaillent justement donc à transférer donc le commandement donc militaire américain effectivement donc de l'Allemagne vers l'Afrique. Donc il y a tout un tas de ça bouillonne. Hein, donc ça s'agite un peu dans les couloirs justement donc du continent africain, parce qu'on sait que l'Afrique demain, notamment en termes de matières premières, en termes notamment de production donc d'uranium, qui sera donc demain, je dirais donc peut-être donc la matière la plus recherchée, la plus convoitée justement donc au monde, et notamment la plus contrôlée, parce qu'aujourd'hui vous le savez très bien donc de par je dirais donc l'utilisation qu'on peut y faire justement donc de l'uranium et de par la fermeture de ce club ô combien fermé des États dits nucléarisés, donc il y a bien évidemment un peu donc péril en la demeure. Donc l'Afrique sera dans les 15 ou 20 prochaines années donc au cœur certainement de cette agitation à la fois effectivement économique, commerciale et mais le sera également par rapport effectivement et d'un point de vue à la fois géopolitique et géostratégique. Et ça, bien évidemment, ça n'a pas échappé donc à l'Égypte, et ça n'a pas échappé à un grand pays donc comme l'Égypte, ça va de soi, hein, qui souhaite effectivement donc de par tourner cette page justement donc malheureuse donc du printemps donc égyptien, et éventuellement d'en tirer la quintessence justement donc de ce qui n'a pas fonctionné lors donc de cette révolution, pour bâtir quelque chose sur les ruines justement donc de
de la crise ou des printemps donc égyptiens, pourquoi pas donc à la fois construire donc une Égypte de l'intérieur et avoir cette volonté donc de se projeter à la fois donc dans son je dirais dans son environnement régional donc immédiat et de peser pourquoi pas demain effectivement sur les affaires du monde. Et ça je ne peux que je ne dis pas féliciter, mais en tous les cas, moi j'apprécie toujours donc des États qui ont de la perspective et qui ont bien évidemment une vision de leur pays, de leur peuple et de leur présence justement donc sur l'échiquier mondial. Rester un peu dans l'immobilisme et considérer que l'autre c'est toujours le problème, je n'en suis pas sûr que c'est la bonne solution. Et malheureusement, donc l'histoire donc du Maghreb et l'histoire donc de la construction justement maghrébine a toujours été traversée par des difficultés qui ne sont pas d'ordre simplement donc de frontières ou de territoires ou de partage de je ne sais quelle richesse ou de ma mise de je ne sais sur quelle richesse. Donc je vais publier bientôt donc il sera certainement consultable donc la semaine prochaine ou la semaine d'après un article justement sur les rapports sur la géopolitique des frontières entre l'Algérie et le Maroc, et je dis clairement, je décris de manière assez je dirais donc objective donc en fait le pourquoi de cette relation tendue. En fin de compte, c'est pas réellement le problème justement donc des frontières ou du territoire ou d'un point de vue justement géographique à proprement parler, mais c'est surtout donc un problème justement donc de vision politique, de différence politique, d'antagonisme politique entre les deux pays qui effectivement donc à chaque fois trouvent bien évidemment donc des raisons ici et là pour expliquer justement donc cet antagonisme qu'on ne dit pas clairement, et sur lequel, bien évidemment, je pense que les générations, une nouvelle génération peut-être qui vont prendre le pouvoir justement dans ces pays, en tous les cas je le souhaite donc vaillamment, puissent enfin comprendre justement donc ce sur quoi on s'est bloqué pendant plus d'une quarantaine d'années. Et comment, bien évidemment, il faut repartir donc de ces compétences, encore une fois, de ces complémentarités économiques, financières, donc entre les différents pays du Maghreb pour bâtir quelque chose, je dirais, de plus sûr et de plus durable, parce qu'il y va justement donc de notre existence sur l'échiquier mondial. Parfait. C'est Mohamed Troudi. Il me reste une question qui est d'actualité, que tout le monde suit de près. Donc, il y a des rebondissements assez importants. On a fait une émission ensemble et on a fait aussi avec l'intervention de M. Emmanuel Dupuis. Oui. Et le lendemain, c'est-à-dire on l'a fait dimanche et mardi, il y avait le fameux discours qui a été fait à Barcelone et qui n'a pas déclaré complètement l'indépendance de la Catalane. Et après, il y avait cet ultimatum de Madrid vis-à-vis de ses dirigeants de Catalane et on rentre dans la confrontation directe. L'indépendance est annoncée par le président et par un grand nombre de Catalans. Et derrière, il y a une procédure judiciaire de taille et avec des ministres qui sont déjà emprisonnés donc à Madrid. Et la question qui se pose, comment vous voyez-vous cette évolution qui rentre dans le cadre d'un conflit ouvert et surtout, j'insiste sur ce point, le choix du président catalan prononcé et proclamé de Bruxelles pour s'y adresser? Alors, c'est vrai que c'est une question importante parce qu'en fin de compte, c'est la première fois dans l'histoire donc de l'Europe, en fait, l'Europe, je dirais donc l'Europe centrale, l'Europe proche, qu'un tel événement a lieu. Et je vois qu'aujourd'hui, donc vous l'avez si bien résumé, donc le gouvernement espagnol, le gouvernement central espagnol a pris donc les choses en main, via le déclenchement de l'article donc 155. Il faut quand même, je crois qu'on dira un petit mot quand même, c'est important pour bien comprendre justement, faire comprendre donc à vos éditeurs donc l'essence même justement donc de cet article et qu'est-ce qu'il prévoit précisément dans son contenu. Donc, il faut savoir que l'Espagne est un pays qui est totalement décentralisé. L'Espagne, c'est 17 régions, donc c'est pas rien. Ce sont des communautés autonomes, mais qui disposent justement d'un pouvoir étendu, en matière de santé, de finances, d'éducation. Donc, pour n'en citer que ces deux exemples. Mais les Espagnols, donc le gouvernement, la Constitution espagnole a prévu ce qu'on appelle des garde-fous. Ce garde-fous qui permettent, bien évidemment, au pouvoir central espagnol d'intervenir dans les affaires internes d'une région en cas de besoin ou en cas de crise.
Ça, c'en est une. Donc la crise, la déclaration unanime, donc de cette, donc unilatérale, donc de cette, de l'indépendance justement donc de la région Catalogne. Et donc ça a été une première. Et donc à partir donc de là, je pense que le gouvernement espagnol n'avait pas le choix que d'utiliser, et pour la première fois, donc depuis l'instauration de la démocratie dans ce pays en 1978, donc la première fois que cet article a été donc actionné. Donc qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit plusieurs choses. D'abord, de reprendre le contrôle des organes politiques et administratifs de la communauté en question, c'est-à-dire, là en l'occurrence ici, donc de la Catalogne. Il prévoit également, c'est important, donc de suspendre, ne serait-ce que temporairement, donc le statut d'autonomie qui a été proclamé, qui a été fait. Troisièmement, il peut aussi donc remplacer, et là c'est très important ce que je dis là, remplacer les fonctionnaires donc liés de loin ou de près à cette autonomie ou à cette démarche donc sécessionniste, donc et les remplacer donc par des fonctionnaires donc issus ou envoyés effectivement par le gouvernement central. Donc le préfet par exemple de Catalogne, qui est en fait le représentant de l'État donc du gouvernement central donc espagnol, peut prendre les choses en main. Donc ce qui est fait d'ailleurs me semble-t-il aujourd'hui, donc après le départ du président donc sécessionniste à Bruxelles. Et enfin, le gouvernement central, et ça c'est très important également, peut aller jusqu'à fermer le Parlement régional. C'est-à-dire que bien évidemment, vous voyez quand même c'est une arme à double tranchant. Hein, puisque cette volonté répressive du gouvernement central donc peut avoir je dirais donc des effets plus ou moins donc négatifs, ceci étant. Rappelez-vous effectivement les premières images donc le traitement de la police de la question donc du référendum justement donc de la région Catalogne, où effectivement ça a été bien instrumentalisé et utilisé effectivement donc à leur compte par justement les sécessionnistes donc catalans. Et là dans la même chose éventuellement donc dans l'utilisation de cet arsenal répressif donc mais cette fois-ci constitutionnel donc légal donc de la part du gouvernement central donc espagnol pourrait aussi être effectivement une arme donc à double tranchant. Soit ça peut bien évidemment confirmer le gouvernement ou conforter donc le gouvernement espagnol dans sa décision effectivement d'aller par la force donc annuler donc et maintenir justement la Catalogne au sein donc de l'Espagne unie, soit au contraire il va être utilisé à bon escient par donc les sécessionnistes effectivement donc catalans, notamment lors des élections prochaines justement donc du 21 décembre prochain, pour éventuellement là aussi donc créer un petit peu donc au martyr et donc pousser peut-être davantage le catalan à donc une participation plus large et donc et puis éventuellement donc à la mise en place définitive, mais dans le cadre là encore une fois donc d'une d'une concertation avec le gouvernement donc légal, car même si tant est que cela peut arriver, il faut savoir que effectivement donc une république catalane effectivement ne peut pas vivre seule, recroquevillée donc sur elle-même. Quand on voit le rejet justement donc de l'Europe dans sa totalité, et quand on voit le rejet aujourd'hui effectivement hier donc des États-Unis, du Canada, donc et d'autres pays certainement suivront, donc je ne pense que ce pays, en tous les cas cette république naissante, n'aura aucune possibilité justement donc d'assurer donc sa survie économique et financière. Si elle le fait dans des conditions, comme encore une fois, justement, donc de guerre et de confrontation totale avec le gouvernement central espagnol. Et comment voyez-vous l'avenir de cette décision et surtout ce soutien total, presque total de l'Europe vis-à-vis d'Espagne? Alors le soutien, bien évidemment, vous savez que l'Europe est unie. L'Europe, c'est unie dans la diversité, certes. Mais encore une fois, on peut assister à une sorte de contradiction dans l'essence même donc de l'idée européenne. Parce qu'en fait, comme je disais, donc d'ailleurs le président de la Commission européenne, effectivement, s'est prononcé encore une fois, donc je crois il y a quelques jours de ça, effectivement sur sa décision, qu'il disait clairement, à juste titre d'ailleurs, que l'Europe n'a pas besoin encore d'une division supplémentaire. Donc cette fois-ci, effectivement, grâce donc ou de par effectivement cette scission effectivement donc de la région de Catalogne. Donc oui, effectivement, je pense que l'Europe aujourd'hui a besoin effectivement donc d'avancer sur une démarche justement donc unitaire plus que jamais donc forte et raisonnée.
parce que l'Europe connaît beaucoup de problèmes, vous le savez très bien, problèmes économiques, problèmes effectivement, donc je dirais en termes de présence ou d'existence de l'Europe sur la scène mondiale, en termes politiques. L'Europe ne parle pas d'une seule et même voix, donc l'Europe est tellement affaiblie aujourd'hui sur la scène mondiale, donc l'Europe n'a pas de positionnement politique, géopolitique, géostratégique en rapport justement avec sa première puissance effectivement économique et financière. Donc tout cela, bien évidemment, agite beaucoup donc d'idées. Et j'étais il y a plus tard qu'il y a 2 semaines, effectivement, où j'étais invité au Parlement donc européen pour parler justement de la crise donc au Yémen, et donc il y a un peu cette espèce de de silence un peu complice donc de l'Europe sur ce qui se passe justement donc dans ces pays du monde, dans ces pays donc le Yémen, et je m'en suis rendu compte très rapidement effectivement donc à l'état d'effritement donc sur le plan politique, géopolitique de l'Europe. Je crois que l'Europe doit donner effectivement, ou cherche, ou essaye de donner une certaine garantie de sa présence en tant que force donc capable donc de peser, je dirais donc sur les affaires du monde, mais elle doit le faire en étant en maintenant une certaine unité interne, peut-être de façade, donc au pays qui la compose, et l'Espagne en fait partie, et c'est pourquoi d'ailleurs donc cette décision donc unanime donc des Européens donc de considérer donc ce référendum comme nul et non avenu. Et encore une fois, moi j'y crois pas du tout donc à je dirais même les élections du 21 décembre donc à venir, je pense qu'ils vont confirmer le statut actuel justement donc de la Catalogne, et peut-être qu'on aura davantage justement donc de pouvoir donc accorder donc à la région, mais je ne crois pas du tout donc à une cession totale et définitive donc de la Catalogne et donc de la région ou de l'Espagne unie. Néanmoins, les 2 pays, les autres pays hors Europe aussi ont déclaré leur soutien à l'Espagne, et notamment le Maroc et l'Algérie, qui soutiennent l'Espagne contre cette indépendance. Côté marocain, on le comprend, mais côté algérien, ça pose un petit problème vis-à-vis de sa position, notamment sur le Sahara et avec le Polisario. Oui. Donc, comment vous voyez cette vision, cette notion de poids, j'ose dire, et de mesure? Oui, donc c'est un peu, encore une fois, à mettre, bien évidemment, il ne faut pas mettre les 2 questions dans le ils sont à 2 contextes totalement donc différents, diamétralement opposés. Donc même si le principe on reste même, vous avez parfaitement raison de le signaler. Donc d'un côté on est pour contre la scission d'une partie donc d'un pays, de l'autre côté effectivement on est contre, et on va jusqu'à soutenir donc la partie adverse. Et justement c'est parce que dans le cas donc du Sahara occidental, on a eu l'occasion d'en parler. Là aussi c'est un petit peu le cœur, à mon sens, bien évidemment, donc de cette de frustration, espèce de sensibilité un peu donc chatouilleuse donc qu'il y a entre les 2 pays depuis les indépendances. C'est parce que justement Alger ne reconnaît pas effectivement donc cette entité donc en tous les cas l'autonomie, ne serait-ce que, ou plutôt l'indépendance donc de cette région, et donc rejette toute idée effectivement d'appartenance donc au Sahara occidental, justement au Maroc. Fort d'ailleurs de cette position, l'Algérie a toujours cherché effectivement à affaiblir donc son voisin, donc par l'entretien, justement, je dis bien l'entretien donc de cette question si importante et névralgique à la fois. Parce qu'on considère que donc il faut bien effectivement donc une raison, il faut bien trouver donc je dirais donc la Libye pour tenter donc d'affaiblir donc le voisin, et éviter surtout donc pour le Maroc une sorte d'ancrage effectivement donc que le Maroc puisse retrouver une sorte de profondeur stratégique donc notamment je dirais dans son aile africain. Donc il y a de ce point de vue, oui, effectivement une certaine contradiction, mais pour nos amis algériens, ils considèrent ça effectivement comme donc relevant du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, et que donc à partir du moment où donc ce fameux référendum qui a été tant effectivement recherché donc et tant demandé, qui à me semble-t-il n'a pas eu lieu encore, donc en dépit des démarches très très importantes et de l'action très forte notamment par l'ex représentant justement donc de l'ONU auprès donc sur la question du Sahara, M. Becker, donc qui dans les années je crois 80-90 a tout fait effectivement pour tenter de réunir enfin les conditions justement donc de ce référendum, et puis assurer enfin donc une visibilité donc démocratique sur alors qu'au même temps aujourd'hui beaucoup de pays notamment européens, la France en tête d'ailleurs, donc cautionnent, en tous les cas soutient la position marocaine donc d'autonomie donc accordée justement donc
donc au peuple sahraoui, mais dans l'enceinte ou dans le giron effectivement donc du royaume. Chose que rejette totalement donc l'Algérie et qui utilise donc et qui part des principes donc onusiens, wilsoniens donc de droit des peuples de disposer d'eux-mêmes et que donc le peuple sahraoui doit effectivement disposer donc d'une terre donc parce qu'il est totalement différent, parce qu'il n'est pas issu justement de cette lignée donc ou de cette appartenance quasi donc marzinique, excusez-moi du terme, donc en tous les cas c'est ce que pense donc Alger. Et à partir de là, donc, on a trouvé donc de quoi entretenir donc une relation conflictuelle entre ces deux pays et qui depuis malheureusement donc dure et perdure même. Et aujourd'hui, au contraire, je pense que il n'y a aucune raison aujourd'hui donc à l'horizon donc qui peut nous faire croire que demain donc on peut espérer donc je dirais une relation meilleure entre ces deux pays. Encore une fois. Alors qu'ils sont bien évidemment les deux entités essentielles. L'ossature donc du Maghreb ne peut se faire, je le dis, je le répète, je crois que je n'aurai jamais assez donc de le répéter, sans qu'il y ait effectivement réconciliation totale. Et ouais, justement, si Mohamed, donc le souci qui se pose, c'est simplement, vous venez de le citer, donc on est donc en flagrant contradiction. Il faut une contradiction flagrante, comme on dit. Hein, donc il y a un réel. Les Catalans, ce sont des humains comme les Sahraouis, comme vous le définissez, et comment ça se fait? On soutient tel et on ne soutient pas les autres. Est-ce qu'il y a des intérêts stratégiques autres, ce que vous venez de parler, notamment avec l'Espagne autant que pays voisins? Alors, en fait, je pense que l'Espagne est donc allée sans valider, mais je pense qu'elle est totalement du côté de la position marocaine. Sauf que maintenant, il faut qu'il y ait donc ce fameux référendum et qui, étant que les gens puissent se prononcer tout à fait fidèlement et de manière transparente sur effectivement donc leur degré d'appartenance ou pas. Donc à partir de là, effectivement, je pense que bien évidemment le Maroc il est dans ses droits donc de réclamer, donc de dire clairement que cette partie effectivement appartient, en tous les cas, elle est une partie intégrante du territoire marocain. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait effectivement, je dirais qu'on tient compte et qu'on puisse effectivement dire clairement comment les choses peuvent évoluer dans ce chapitre, encore une fois très complexe, sans l'être réellement. Donc à la fois, vous voyez quand même, il y a une sorte de, je dirais donc, de contradiction dans les dires des uns et des autres. Le conflit peut être réglé d'une manière légale, d'une manière juridique, et donc encore faut-il que ce référendum ait lieu. À partir du moment où donc le référendum existera, que les Sahraouis se prononcent. Ok, on peut dire qu'il y a une partie, effectivement, des Sahraouis aujourd'hui, une bonne partie, qui veulent rester, donc, et qui ont fait allégeance, effectivement, donc, à Rabat et au royaume marocain, ce qui est tout à fait, bien évidemment, légitime, et ils sont une majorité aujourd'hui. Maintenant, que faire? Donc, des minorités qui rejettent, justement, cette allégeance, et qui veulent, effectivement, donc, aller vers, donc, je dirais, donc, une scission totale, et la déclaration, d'ailleurs, très bien, la déclaration du RASD, donc la République arabe sahraoui démocratique, elle existe depuis 1975. Certes, donc elle n'existe qu'à grâce justement à l'appui donc politique, diplomatique, financier justement d'Alger. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est resté dans une situation totalement bloquée. Alors, comment sortir, bien évidemment, de cette situation complexe? À mon sens, encore une fois, je viens de le dire, la solution passerait effectivement par l'organisation de ce référendum. Bien évidemment, aujourd'hui, je pense que chaque parti, bien évidemment, se défend d'avoir donc retardé, voire donc évite par des manières et des subterfuges plus ou moins donc connus ou inconnus donc d'organiser justement ce référendum. Je pense qu'aujourd'hui la situation est atteint effectivement un certain niveau et donc un certain pourrissement de la situation qui ne peut plus attendre. Et donc du coup, moi je pense que si demain la question ou le règlement de la question sahraoui est faite, il n'y a plus de raison, à mon sens, donc de discorde entre Alger et Rabat. Je ne vois pas comment donc ces deux pays continueront demain effectivement à se chamailler. S'il n'y a pas au milieu, effectivement, une espèce de moteur qui accélère un peu la tension entre les deux pays, qui est encore une fois tourne toujours autour justement de la question du Sahara occidental. Alors, moi je pense que dans certains pays, on a trouvé justement donc des
des solutions, bien évidemment, juridiques. Je pense que les deux pays n'arriveront pas tout seuls. Ça, c'est évident, c'est une réalité. On le voit très bien depuis 1975, depuis justement donc le départ des Espagnols donc de ce territoire. Au jour d'aujourd'hui, je pense que et Algériens et Marocains ont besoin effectivement à la fois de continuer à se parler, parce que vous savez très bien qu'on ne se parle plus, donc on se fait la guerre. Il y a eu des tentatives de guerre entre ces deux pays quand même. 63, il y a eu bien évidemment donc la fameuse guerre de sable. Donc il y a eu effectivement des velléités effectivement donc de militariser donc de l'un et de l'autre pour effectivement aller jusqu'à s'anéantir mutuellement. Je pense qu'aujourd'hui, pour éviter bien évidemment ce pourrissement de la situation, et d'ailleurs la déclaration de monsieur le ministre algérien, bien évidemment, procède de l'entretien justement de cette haine, de cette espèce de de rejet donc mutuel des deux côtés. Je pense qu'aujourd'hui les deux pays ont besoin donc d'une main tendue. L'ONU bien évidemment a un rôle crucial, un rôle déterminant à jouer. C'est à l'ONU bien évidemment d'organiser donc ce référendum. Il faut que nos amis marocains aussi bien évidemment soient ouverts, y acceptent l'idée effectivement d'un référendum, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui l'Algérie effectivement n'aura plus de raison de s'opposer si demain effectivement ce référendum donnera clairement. C'est Mohamed, merci infiniment et on vous laisse une autre fois Inch'Allah pour éclairer ce dossier catalan qui certainement prendra encore de l'ampleur. إلى اللقاء مع ألف تحية وسلام سي محمد الترودي. سلام خويا سلام دونك إليك ولجميع دونك المستمعين. بارك الله إن شاء الله في مناسبة إن شاء الله مع السلامة. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.